Bonjour à tous pour ce nouvel événement France DevOps. Donc aujourd'hui, on accueille Shaban qui... Salut. Je m'entends en écho, c'est affreux. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Un petit message dans le chat. C'est bon, il n'y a pas d'écho. Il n'y a que moi qui entends mon retour. Ok. Donc, je disais, aujourd'hui, on accueille Shaban qui va nous expliquer comment monter une architecture hybride sous GCP, scalable. Shaban, je te laisserai te présenter. Juste un petit rappel pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. J'envoie même un petit message dans le chat. Le webinaire est enregistré. Le replay sera disponible sur France DevOps, sur notre site web. Pendant la présentation, je vous invite à poser vos questions juste à côté du chat. Il y a un petit onglet questions et on prendra le temps à la fin d'y répondre. Je poserai les questions qui auront été rédigées. Après, s'il y en a qui méritent d'être posées pendant la présentation, n'hésitez pas à envoyer un petit message dans le chat. On les prendra aussi en cours de route. Parfois, c'est plus sympa. Shaban, je te laisse la parole. C'est à toi. Ça marche. Merci. Hop. Vous voyez l'écran du coup en grand écran? Pas. Ok, donc si on peut commencer. Bonjour à tous. Du coup, cette conférence-là, en fait, elle m'est venue à l'idée suite aux différentes expériences que j'ai pu avoir chez des clients, donc notamment chez Stack Labs, sur comment monter en fait une architecture, un cloud hybride sur GCP, donc sur Google Cloud. Donc j'ai eu l'occasion déjà de donner cette conférence plusieurs fois et en fait à chaque fois j'essaie de l'améliorer avec de nouvelles architectures et avec de nouveaux retours d'expérience et aussi beaucoup de petites histoires à raconter pour pouvoir vous partager et tous les pièges justement auxquels j'ai pu rencontrer ou que des clients ont pu rencontrer en fait durant leur expérience sur GCP. Donc voilà, donc là je résume un peu tout à travers cette conférence de entre 35 et 45 minutes. Donc moi, je suis de Stack Labs. Stack Labs, c'est une boîte qui est à Toulouse, mais aussi qui travaille aussi avec des clients en France, mais aussi au Canada. Donc on est pure player cloud, notamment on est certifié GCP et aussi partenaire AWS. Donc on délivre aussi des formations sur différentes technologies, sur du cloud, mais aussi sur du front-end, du back-end. Et on investit énormément dans la partie R&D et on travaille avec énormément de clients de différents secteurs, de grands comptes, de la PME aux grands comptes, quoi. Et parmi nos convictions, justement, c'est la passion de cette technologie et de ce métier, à travers les nouvelles technologies et on prime énormément tout ce que la partie excellence, notamment parce qu'on est convaincu qu'à l'ère du cloud, ça exige des ingénieurs de talent, et on investit énormément sur l'apprentissage, et on investit énormément sur les stackers et tout ce qui concerne la veille et les formations. Donc moi je suis Shaban, donc je suis à Stack Labs depuis pratiquement la fondation. Donc je travaille essentiellement sur l'architecture, du DevOps, mais aussi de la sécurité réseau. Ça m'arrive aussi de l'idée des équipes lorsque c'est possible. Et je suis un grand fan entrant de serverless, donc je n'hésiterai pas à l'évoquer durant cette conférence. Et puis vu que j'ai la chance d'être à Stack Labs, donc ça me permet de pouvoir me certifier en me formant un peu essentiellement après des expériences que je passe des certifications sur GCP et AWS pour pouvoir évoluer et capitaliser sur tout ce que j'ai appris. Donc voilà, donc vous me retrouverez sur les réseaux sociaux. Je suis aussi très actif, donc j'écris énormément d'articles, donc cette conférence-là, vous allez la retrouver aussi en mode article sur dev.to. Voilà, ça c'était pour la présentation. Donc là, on va commencer. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. J'en répondrai du coup à la fin sur toutes les questions que vous aurez posées.
Donc en fait, ce qu'on remarque, c'est que qu'est-ce qui encourage justement les clients à aller sur du cloud, public, hein, donc en général, hein, pas un cloud provider en particulier, hein. C'est vraiment améliorer, toute la partie scalabilité, hein. Là où on est quand on est on-site, on a encore ce bloqueur-là de disponibilité, des serveurs et parfois on attend, plusieurs mois pour recevoir justement, ces serveurs pour pouvoir développer l'application et pouvoir la déployer. On peut aussi retrouver, des besoins d'agilité, hein, notamment, tout ce qui est business, on peut aussi évoquer la partie de coûts, hein, il y a certains métiers, hein, où le fait d'aller sur du cloud public, ça leur apporte énormément de réduction, hein, sur les coûts. Mais aussi ça peut être aussi pour la sécurité, hein, là où les cloud providers, où c'est leur métier en fait de sécuriser des infrastructures, où ils sont là à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc c'est vraiment leur métier et parfois certains clients y vont pour des raisons de sécurité. Et on peut retrouver un ensemble de motivateurs, justement de raisons pour pouvoir y aller. Sauf que ce qu'on remarque, c'est qu'une fois qu'on a commencé justement ce challenge, hein, où on est en train de migrer nos applications, heu, où on a commencé directement en mode cloud native, hein, c'est qu'on va focuser, notamment si on est issu d'une grande entreprise, on va focuser sur tout ce qui est sécurité, gouvernance, compliance en fait de l'existant parce qu'il y a vraiment il y a vraiment des règles qui sont déjà mises en place au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau culturel, humain. Donc, on essaye de revoir en fait comment toutes ces règles de sécurité, pouvoir les appliquer sur du cloud. Mais aussi, il y a certains intérêts, hein, sur le vendor locking, les données personnelles, hein, et parfois aussi des coûts. Donc, on commence à réfléchir dès les premières phases justement de migration ou d'adoption, hein, de ce cloud. Et puis à la fin, en fait, une fois qu'on est sur du cloud, on remarque bien sûr qu'on a le coût, hein, le coût qui, enfin, tout fonctionne aujourd'hui lorsqu'on est sur du cloud public, en fait, on a notre métier qui est en production. Qu'est-ce qui reste à surveiller? C'est monitorer les applications, mais aussi les coûts. Donc les coûts viennent en premier quand même, même je pense que ce sera la même chose aussi pour cette année, en 2021, les coûts seront un grand facteur, pour pouvoir les optimiser. L'information qui nous intéresse, c'est la deuxième, hein, c'est pour le move more workloads to cloud. Ça veut dire que les clients vont continuer à déplacer des workloads sur le cloud. Donc ça veut dire que c'est encourageant, hein, en termes de challenge, hein, sur le cloud, c'est que les clients vont continuer à déplacer des workloads, hein, sur le cloud. Et ce qu'on remarque, c'est qu'une bonne partie, en fait, des clients, d'après ces statistiques, hein, c'est qu'une bonne partie des clients vont adopter un multi-cloud. Donc par multi-cloud, ça ne veut pas forcément dire 2 cloud providers qui vont communiquer entre eux, mais ça peut être, par exemple, une boîte mail, hein, enfin un service de boîte d'emailing, hein, sur G Suite, hein, qui serait du coup, chez Google et on aurait, du Amazon ou du OVH, hein, qui se retrouverait, sur toute la partie métier. Donc c'est ce qui correspond à du coup à ces métriques et une bonne partie d'entre eux, donc notamment sur les grandes entreprises, ils vont adopter, le cloud hybride, hein. Donc c'est quoi un cloud hybride? Donc un cloud hybride, c'est une composition justement d'un public cloud, donc là vraiment un public cloud et par la suite, un ou plusieurs environnements privés. Donc un environnement privé, ça peut être un cloud privé ou carrément en fait, des ressources on-prem, hein, qui vont venir justement se connecter ou échanger avec, des workloads qui se retrouveraient, sur un public cloud. Donc la définition du coup chez Google Cloud, pour Google Cloud, un environnement en fait qui serait hybrid cloud, il serait par la suite aussi multi-cloud. Ça veut dire que Google Cloud, lorsqu'il va se connecter avec, un environnement qui est externe, hein, que ce soit un cloud provider ou un on-prem, pour lui, c'est de l'hybridité. Donc, le Google Cloud va dans sa définition, donc lorsqu'on va lire la documentation, il va faire vraiment un parallèle entre le cloud hybride et du coup le multi-cloud. Donc les raisons pour lesquelles on souhaite justement, setuper justement un cloud hybride, donc ça peut être de façon temporaire, hein, le temps, là vraiment si on a une stratégie cloud first, hein, où on va déplacer, toutes les données, hein, qui existent, en on-prem et on va les mettre, hein, sur du cloud public ou on va du coup les maintenir uniquement le temps pour faciliter la migration. Ou carrément en fait c'est un statut, hein, qui va rester, hein, dans le temps, hein. Ça veut dire par exemple, hein, qu'il y a des applications qui sont pas du tout, migrables sur le cloud, hein, de par leur complexité architecturale, opérationnelle ou voire même juridique, hein, où il n'est pas possible de les mettre, sur du cloud public, donc ça peut être un statut permanent.
Donc en fait, ce qui est important aussi lorsqu'on va réfléchir justement à monter à une architecture multi-cloud, c'est de pouvoir en fait savoir qu'est-ce qui va tourner justement sur ce cloud public et qu'est-ce qui va rester, sur nos environnements existants. Quels sont du coup les patterns qu'on va pouvoir appliquer, aux différents workloads? Quelle est la technologie, la topologie réseau à utiliser? Ces 3 questions en fait sont très importantes à prendre en compte justement pour pouvoir par la suite, du coup choisir quels sont les workloads qu'on va pouvoir, mettre, d'un côté et de l'autre. Donc là, ce qu'on va remarquer, c'est qu'il y a des exigences qui vont venir influencer justement ce choix, hein, de façon totalement itératif. Donc entre les exigences business, les exigences sur la partie développement, architecture opérationnelle, hein. Donc là, en fait, donc vous pouvez retrouver ça sur la documentation de Google Cloud. Donc, c'est assez bien clair. En fait, on va appliquer des patterns et en fonction des patterns qu'on va appliquer, on pourrait avoir justement la topologie, la technologie, hein, qui viendrait mettre des freins, voire accélérer par la suite le choix de tel workload, hein, sur tel environnement. Et ce qu'il est important aussi, c'est d'établir une vision, c'est vraiment de savoir, quelles sont les limites, c'est de connaître aussi quelles sont les limites de l'environnement. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller sur du cloud public, voire faire de l'hybride? En quoi justement, quelles sont les métriques, 1ères en fait qui permettront par la suite de dire: «Ben, on a bien fait d'aller sur du cloud public, voilà, on n'a plus ce cas de figure, ce bloqueur qu'on avait sur l'on-prem, et on le retrouve, donc ça fonctionne mieux sur du cloud public», hein, notamment par exemple ce qu'on avait vu tout au début, c'est toutes des raisons de scalabilité, d'agilité, hein, donc ça peut être ces métriques-là qu'on pourrait réutiliser. Et aussi se dire, ce cloud hybride, on va le garder pour combien de temps? Est-ce que ça va être, du coup permanent, est-ce que ça va être juste le temps de la migration? Donc ces questions, il y a besoin d'avoir cette vision justement avant même de réfléchir à une stratégie, hein, de migration ou une stratégie de mise en place de cette architecture cloud hybride. Et une fois qu'on a cette vision, justement, elle est claire, elle est bien partagée par tous les stakeholders, donc la partie business, la partie DSI, hein, de l'entreprise, c'est ensuite de pouvoir identifier, hein, les workloads candidats, quels sont du coup les patterns qu'on va appliquer à chaque workload, les topologies aussi, et se dire, d'aller de façon itérative, hein, et se dire, ok, mais si je retrouve avec plusieurs topologies, là, du coup, à ce moment-là, il faut que je réfléchisse à une topologie qui serait commune, hein, pour pouvoir bien déterminer la connectivité, hein. Et par la suite, ce qui est important aussi, c'est prioriser les workloads et notamment choisir pour démarrer un workload qui serait du coup qui servirait de blueprint, hein, qui serait pas critique et qui serait facile à déployer, c'est qui va servir justement à la suite pour pouvoir migrer ces applications. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait, on peut même le faire en fait en parallèle de la section de ces workloads, hein. C'est démarrer le setup de l'organisation GCP, de la définition des projets, de la hiérarchie justement de cette organisation, les policies qu'on pourrait appliquer, donc tous les constraints, et d'implémenter la topologie réseau, hein, si elle peut être faite dès ce moment. Et puis setuper la plateforme DevOps, hein, parce que vraiment, quand on est sur GCP, on encourage énormément la partie infrastructure as code et l'automation, mais de bout en bout, de façon à pouvoir s'assurer que les environnements sont identiques entre eux et de pouvoir rejouer, hein, notamment pour la partie disaster recovery, hein, pour faciliter la reprise d'activité en cas de désastre. Donc voilà, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les 3 dernières, hein, toute la partie donc tout ce qui est setup de l'organisation, des projets, la topologie réseau. On va aussi parler de sécurité, on va parler de chiffrement, on va parler aussi de GitOps notamment, et aussi, je vous donnerai aussi comme exemple un migration plan d'une application, hein, qui était sur Docker en on-prem, du coup qu'on a migré du coup sur Kubernetes, hein, et vous montrer quels sont les différents outils, hein, sur GCP qui ont permis de faciliter justement cette migration. Et puis on finira par parler forcément par les coûts. Donc voilà, donc la partie organisation. Donc dans une organisation, lorsqu'on va démarrer justement le setup de notre organisation, on pourrait avoir l'idée de se dire: «OK, mais je vais commencer, du coup notre blueprint, je vais la mettre dans une application». Donc je vais créer un projet, je vais l'appeler par exemple app 1, enfin le nom de l'application, et puis comme ça en fait je vais continuer. Donc là à un moment donné, je vais me dire: «Bon OK, j'ai oublié de mettre, c'est pas grave, hein, j'ai oublié de mettre le nom d'environnement, mais OK, mais je vais créer
notre application de prod, enfin, notre projet pour la prod. Et là, je vais pouvoir déployer mon blueprint sur ces deux projets. Sauf qu'à un moment, si on a d'autres équipes qui déploient en même temps, donc on va se retrouver du coup avec ce type de hiérarchie en fait. Enfin, il n'y a pas de hiérarchie, réellement tout est à plat. Et réellement, on ne va pas se retrouver, notamment lorsqu'on va pouvoir lire, lorsqu'en fait, une personne qui a plus de droits, qui va venir visualiser la ressource hiérarchie, ça ne sera pas clair en fait pour elle, et du coup, ça ne va pas sembler être scalable, notamment dans le futur, même tout ce qui est attribution de droits, tout ce qui est organisation, notamment en CI/CD, tout ça, ça complexifierait le fait d'avoir en fait ce type d'architecture, ce type de hiérarchie. Donc en fait, ce qu'on remarque, ce qui est d'ailleurs poussé par GCP notamment, c'est il y a deux types de hiérarchie. La première, c'est la orientée business unit. Ça veut dire que, notamment si on a des départements au niveau de l'entreprise, c'est d'avoir en fait en début un dossier, par exemple marketing, un folder marketing, commercial, sales, selon les équipes, comment c'est organisé. Et on pourrait du coup avoir en top un folder qui serait shared, qui va servir justement de partage entre toutes les applications et les projets de toutes les business units. Et par la suite, on aurait du coup tout en bas un dossier par environnement sur lequel on aurait notre projet par environnement. Et par la suite, du coup, on aurait notre environnement. Donc la deuxième méthode, c'est orienté environnement. Donc orienté environnement, on aurait par la suite du coup les environnements qui seraient en haut, et que par la suite on aurait du coup les business units qui seraient en dessous. Et toujours on garderait bien sûr les applications qui se retrouveraient par environnement tout en bas. Et du coup, la partie shared ressources, donc si on a par exemple, donc là, en fait, ce qu'on a montré, c'est toute la partie métier, et on pourrait du coup avoir dans un shared toute la partie qui serait opérationnelle, donc notamment la partie réseau, la partie sécurité centralisée, notamment la partie opérationnelle, monitoring, si on a du logging qui serait centralisé, donc nos outils aussi DevOps qui seraient centralisés par la suite, et de la même façon, on aurait du coup nos folders qui seraient donc par environnement. Et que par la suite, du coup, ça faciliterait notamment dans la partie du réseau, ça pourrait faciliter du coup la mise en place ce qu'on appelle en fait des hierarchical firewall policies, pour pouvoir appliquer des pare-feux directement au niveau des folders, de façon que ça puisse s'appliquer à tous les réseaux virtuels privés, les réseaux virtuels, enfin les VPC, qui se retrouveraient du coup sur les projets, sur les projets de ces folders, notamment si on a des shared VPC, ça faciliterait justement le filtrage, notamment si on a un seul VPN, enfin une connexion VPN, mais du coup dans la même range d'IP, on retrouverait différents environnements, ça permettrait de filtrer directement à ce niveau le trafic. Donc les bénéfices justement, c'est les bénéfices de ce type d'hierarchie, c'est de pouvoir justement appliquer des permissions qui seraient fines, totalement granulaires, pour les teams qui seraient associés. Ça veut dire par exemple qu'on aurait le folder sales, on sait qu'on va l'attribuer du coup à l'équipe de sales, comme de la même façon avec l'équipe commerciale, etc. Donc ça facilite aussi la partie infrastructure as code, mais il suffit de se positionner sur un folder pour pouvoir créer de façon donc via automation directement les projets, de pouvoir les configurer, leur attribuer, leur attacher le billing, les rattacher au shared VPC, etc. Donc ça permet d'implémenter justement des politiques justement de sécurité directement au niveau environnement, et de pouvoir même centraliser les autres, tout ce qui est opérationnel, notamment comme on l'a vu sur la partie shared, le fait d'avoir un projet, enfin du coup des projets qui serviraient de centralisateur, toute la partie opérationnelle pourrait être centralisée directement au niveau d'un projet. Et c'est ce qu'on va discuter notamment sur différentes architectures par la suite. Donc ça, c'était l'organisation. Donc pour les projets, donc ce que pousse aujourd'hui GCP, notamment, si vraiment on veut on veut vraiment atteindre un niveau de scalabilité élevé, même sur le long terme, c'est d'attribuer chaque application à un seul projet. Donc ça facilite notamment si vous avez des développeurs que vous avez envie de leur attribuer uniquement un droit sur une telle application, sur un tel environnement, à ce moment-là, ce serait plus simple justement d'avoir une application par projet.
voire un service du coup par projet, et ça permet du coup aussi, de pouvoir avoir aussi un environnement par projet. Du coup là, par exemple, si on a une application, qui correspond à notre produit, par la suite, on aurait, du coup 3 projets. Donc un projet, pour le dev, voilà, pour l'environnement de dev, un pour test, un pour prod, et ça facilite notamment toute la partie automation, mais aussi tout ce qui concerne les permissions. Donc les organization policy, donc un élément qui est important, notamment si on veut, respecter tout ce qui est RGPD dès le départ, hein, c'est de pouvoir, restreindre justement la localisation de nos données. Heu la localisation de nos données dès le début, c'est-à-dire depuis le enfin, par exemple, on va choisir la localisation de Belgique, hein, directement au niveau du nœud. Du nœud organisationnel qu'on va mettre, et du coup par la suite toutes les ressources qu'on va créer, et ben du coup par la suite, ben, elles seront restreintes uniquement sur ces données. Ça veut dire que si par exemple vous créez par exemple une machine virtuelle sur un environnement, qui serait en US, ben du coup cette organisation policy viendrait bloquer cette création par la suite. On peut aussi avoir d'autres, donc restrictions, hein. Donc par exemple le domain restricted sharing, hein, c'est de pouvoir dire: «Ben moi j'accepte uniquement des utilisateurs, hein, qui feraient partie de mon nom de domaine». Par exemple, arrobas, notamment, si on met par exemple @carrefour.fr, bah, à ce moment-là, ce serait, bah, on autoriserait uniquement, @carrefour.fr. Il n'y aurait pas d'autres possibilités donc il y aura besoin que l'entreprise puisse créer en fait des utilisateurs, hein, de ses prestataires, hein, toutes les personnes qui seraient externes. Pourquoi justement, à quoi servirait justement cette restriction, hein? C'est de pouvoir contrôler justement ce qui concerne la sécurité, notamment l'authentification forte, hein. Lorsque c'est l'utilisateur que vous gérez vous-même, hein, vous pouvez, forcer, enfin obliger l'utilisateur à avoir une authentification forte, ce qui n'est pas le cas si vous rajoutez un email qui serait Gmail, on n'a pas le contrôle justement dessus. Heu, ou même en fait, même si c'est un client externe, prestataire externe qui serait rajouté, de par son adresse mail, on n'a pas du tout ce contrôle-là. Et il existe bien sûr d'autres organisations policières, hein, vous pouvez les retrouver sur la documentation, hein, où on va en parler en fait au niveau des différentes hiérarchies des organisations policières qu'on pourrait y mettre. Toute la séparation aussi la création séparation des rôles, donc enfin des responsabilités, donc là, vous le retrouvez aussi sur la documentation. Si on a une équipe qui est déjà segmentée au niveau de l'organisation, c'est de pouvoir reprendre justement cette organisation des équipes, hein. Donc une équipe network, une équipe sécurité, hein, de billing, DevOps, de développeurs. Et là, on a vu, justement, toute la hiérarchie, donc on a vu précédemment, donc notamment la partie shared. On pourrait facilement, du coup, par la suite, attribuer les rôles en fonction, donc directement sur les folders, pour que l'équipe de réseau accède justement à co-ressources de réseau, hein, sur le folder qui est concerné. Donc de la même façon avec les autres groupes. Voilà, donc on a vu l'organisation, le setup d'organisation, des projets, on a vu aussi les organisations policy qu'on peut mettre en place, la création des groupes notamment. Alors une fois que c'est fait, là à ce moment-là, on peut travailler sur la partie réseau, donc toute la partie de développement de la topologie réseau. Donc là, on peut du coup, donc imaginons qu'on a lu, du coup, enfin on s'est formé du coup sur ce qui est partie réseau, et on s'est dit: «Bon, on va démarrer avec quelque chose de simple, dès le début». Donc on va pas forcément fonctionner avec une vision qui serait, long-termiste, enfin au moins à moyen terme sur toute la partie réseau. Donc on a notre partie on-prem, et on a du coup notre projet. Donc on a créé un projet, donc qui va servir de host, donc c'est un réseau partagé. Donc un réseau partagé, c'est un projet qui va être considéré comme host, et tous les projets qui seraient rattachés, du coup qui seraient des services, auraient par la suite le droit, du coup d'accéder aux ressources, donc du réseau, hein, sur ce projet host. Donc par exemple, on aurait, une connexion VPN, notre shared VPC, donc avec soit une connexion statique, soit en dynamique avec BGP Session, et à ce moment-là, on aurait du coup notre shared VPC, et par la suite, enfin ça c'est un cas client carrément que j'ai rencontré. Donc on aurait du coup un subnet par environnement. Donc par exemple, on décide de mettre, d'héberger toutes nos ressources, qui seraient en non prod, en Belgique, et tout ce qui est ressources prod, aux Pays-Bas. Et là du coup, on aurait nos projets, donc on a un projet de prod, un projet, de non prod, hein, qui serait du coup rattaché, à ce VPC.
Donc par la suite, si pour X raison, on se dit: «Bon là, maintenant, on souhaite sortir en fait, là, on dans le même VPC, on rencontre énormément de difficultés, notamment au niveau automation, niveau sécurité, devoir contrôler, à chaque fois, les flux, à travers les firewalls». Parce que quand on est dans un VPC, forcément les pare-feux, ils se retrouvent, enfin mélangés, la prod et la non prod. On souhaite déplacer justement, les ressources qu'on aurait en prod ou non prod, hein, directement sur un autre projet. Alors, qu'est-ce qui se passerait? Ben, en fait, ça demanderait déjà, notamment si on souhaite déplacer, heu des ressources de prod directement, dans un autre VPC, il y a besoin quand même d'avoir des compétences spécialisées, hein, en réseau notamment, pouvoir déplacer, mais pas seulement en réseau, mais aussi en opérationnel. Il y aura besoin d'avoir un audit pour savoir qu'est-ce qui doit être déplacé, quelle est la dépendance justement entre les différents, notamment s'il y a des services qui communiquent entre eux, évidemment s'il y a une dépendance, du coup, faire un audit pour voir, pour créer justement cette architecture de dépendance. Et si on demande qu'il n'y ait pas de downtime, du coup, c'est encore plus risqué justement de déplacer des ressources d'un VPC à un autre, donc et ce qui coûterait énormément, enfin, coûterait très cher, pour zéro valeur métier en réalité, parce que l'application elle fonctionne, l'utilisateur il reçoit bien l'information dont il a besoin, donc ça répond aux besoins métiers. Par contre, comment justifier, de mettre tant d'argent pour pouvoir déplacer un VPC, enfin déplacer des ressources d'un VPC à un autre à toute la partie, hein, et décider de toute la partie qui correspond à la partie métier. Donc, enfin, à titre d'exemple, hein, déplacer des ressources notamment si on ne souhaite pas avoir de downtime, donc ça il y a besoin, par la suite, il y a besoin par la suite, de pouvoir gérer tout ce qui est réplication de données, notamment sur des Elasticsearch, de faire du cross, du cross réplica entre les différents Elasticsearch. Si on a besoin aussi de faire tout ce qui est switch DNS, tout ce qui est switch, notamment de toute la partie donc, promoter l'instance maître, de notre base de données, notamment si elle est relationnelle, et si par exemple il y a d'autres applications qui dépendent encore de la base de données, et à ce moment-là, il y a besoin de pointer vers la version V1 temporairement pour ensuite switcher la version V2, et si par exemple ça ne fonctionne pas, que la combinaison elle vient de revenir en arrière, donc c'est très très compliqué et ça coûterait extrêmement cher de pouvoir faire ça. C'est pour ça qu'il est important en fait de penser à la topologie réseau, hein, dès le départ. Et de topologie réseau, il en existe beaucoup, donc on peut très bien être une startup où on a besoin juste d'un point to point, hein. Mais là, en fait, l'exemple qu'on prend, c'est vraiment une cloud hybride, donc il y a un existant, et à ce moment-là, en fait, celle qui pourrait être la plus, celle qui est en tout cas la plus utilisée aujourd'hui, c'est la partie hub and spoke. Donc celle du dessous, hein, où on a un projet qui va servir de transit, hein, qui sera le seul responsable, qui sera le seul, en fait, habilité à communiquer avec tout l'environnement, on-prem. Et on aurait par la suite ce qu'on appelle des SPOC, hein, qui seraient du coup pairés, par exemple, hein, avec le projet, pour pouvoir récupérer justement, pouvoir communiquer avec la partie on-prem, directement, et qu'on aurait du coup le hub en mode transit. Donc on aurait du coup notre environnement qui serait en on-prem, on aurait notre hub qui serait notre network hub projet. Du coup, on aurait, soit un VPN, soit un interconnect, hein, selon les besoins et les capacités, financières de l'entreprise, et on pourrait du coup utiliser des restriction policy comme vous avez vu en haut, hein, pour pouvoir restreindre uniquement la connexion VPN à telle IP ou à tel, dedicated interconnect usage, hein, à telle information, du réseau, et par la suite, on pourrait du coup isoler le hub d'internet, c'est-à-dire qu'on a besoin uniquement de communiquer avec, notre cloud privé, donc on peut très bien mettre des explicit deny en ingress, egress pour autoriser uniquement la communication avec la partie, on-prem. On aurait par la suite du coup, nos environnements, donc on aurait un SPOC par environnement, c'est-à-dire qu'on aurait, du coup un share VPC pour l'environnement de prod où tous les projets, du coup viendront se rattacher, du coup à leur environnement, qui leur correspond, et on peut rajouter d'autres constraints de policy, hein, pour pouvoir par exemple interdire, bloquer, tout rattachement d'un projet qui serait de prod avec un environnement de non prod et vice versa. Et on pourrait même en fait même supprimer le réseau par défaut parce qu'on n'en a pas besoin. On pourrait aussi empêcher que des projets se détachent de leur projet host pour éviter des pertes de données, et aussi, du coup, restreindre la partie pairing, hein, donc directement
tout en respectant la topologie qu'on aurait. Donc, il y a un ensemble de restrictions qui peuvent être utilisées pour pouvoir protéger cette topologie réseau et toute la connectivité. Et du coup, on aurait par la suite du coup toutes nos ressources qui seraient du coup hébergées, hostées sur les projets business correspondants. Par contre, il se baserait sur le chart VPC pour pouvoir créer les ressources. Et on aurait du coup un exchange de custom routes, donc ce que vous voyez au milieu. Ce que vous voyez au milieu ici, donc ça va. Donc selon le besoin, donc si par exemple on souhaite uniquement communiquer de GCP à l'on-prem, on peut du coup le hub peut du coup exporter les ressources exporter les routes vers ces SPOC, mais pas importer les routes. Et du coup le SPOC il va juste importer les routes parce que le besoin est uniquement d'un seul sens. Donc si par contre si on souhaite communiquer de l'on-prem vers GCP, à ce moment-là on peut du coup avoir un import-export de routes entre les SPOC et le hub. Si on a du coup un serveur DNS en on-prem, on peut aussi faire du hub and spoke DNS, c'est-à-dire qu'on peut utiliser du DNS inbound name server et DNS forwarding zone pour pouvoir justement faire du DNS peering et pouvoir résoudre tous les noms tout ce qui est DNS depuis les SPOC vers la partie on-prem et vice-versa. Donc les avantages, c'est toute la facilité de connectivité. Ça veut dire que là, lorsque par exemple vous voulez migrer une nouvelle application, vous passez par une automation qui va créer le projet, qui va attacher le billing, le rattacher au chart VPC qui correspond à l'environnement. Et puis par la suite, on peut commencer directement à développer nos applications sans se soucier de toute la partie réseau. Donc la connectivité, elle est directement mise en place avec la partie on-prem. Donc dès qu'on crée une VM, on a automatiquement accès à la partie on-prem grâce justement à cette topologie-là. Donc ça permet aussi d'améliorer la visibilité et aussi la sécurité, parce que la sécurité, en fait, on sait sur quoi se focuser. Tout ce qui est flow log, tout ce qui est réseau, on va directement aller sur les environnements qui correspondent à tout le trafic réseau. Et puis du coup, ça peut être très scalable. Donc déjà, on peut aller là, on a par exemple, si on a 3 environnements, ce qui est le cas entre 3 et 5 environnements, c'est ce qu'on retrouve chez les entreprises. Donc si on veut aller à plus d'environnements, on peut aller jusqu'à 25, ce qui est déjà énorme, 25 environnements différents. Donc si dans le cas où il y a besoin de plus de 25 environnements, on peut aller jusqu'à 100 environnements avec une connexion VPN entre les différents VPC. Mais ça permet déjà de répondre à un besoin. Et puis en fait, là on a le Network Hub qui permet du coup de router le trafic, donc il va nous servir justement de projet de transit, et par la suite on a juste un seul point justement sur lequel on a besoin sur lequel on va manager tout le trafic réseau entre la partie on-prem et GCP. Alors, on avait vu du coup cette architecture, donc on peut... Shaban, je t'arrête 2 secondes. Est-ce que tu as la possibilité d'agrandir un peu les schémas? C'est vrai qu'ils sont petits, là c'est une remarque qui vient de remonter. Oui, après, sinon, la petite astuce, c'est de passer en mode plein écran chez vous. Ça sera déjà un peu mieux. Je sais pas, enlever la partie chat questions là et de passer en plein écran. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi on ne voit que sur Je sais pas si je peux zoomer directement depuis ici. Parce que tes slides ne prennent pas tout l'écran. Ah, mais j'ai pas de possibilité de zoomer. En tout cas, c'est la dernière architecture où c'est petit. Enfin, où, en tout cas, il y a besoin de... J'ai pas de solution sur ça, mais je noterai en fait pour les prochains... Ok, bon sinon la solution côté spectateur, c'est de passer en plein écran. J'ai rien d'autre. Je te laisse. Je me retire. En tout cas, c'est la dernière, désolé. Ok, donc là en fait, si par exemple on souhaite même restreindre la Cloud NAT uniquement à la partie hub, on peut très bien en fait utiliser avoir du coup notre gateway qui serait sur un AMIJ directement sur le VPC, et on aurait par la suite notre internal TCP UDP load balancer directement qui permettrait de faire suivre le trafic vers Internet. Et on aurait la possibilité du coup de se baser uniquement sur notre gateway. Ça, c'est pour vraiment si on veut utiliser, on va avoir par exemple un firewall qui servirait du coup
on aurait uniquement un seul point d'entrée vers Internet et vers l'extérieur, là où justement ce cas de figure pourrait être utile. Ok, on a vu la partie, la topologie réseau. Là, maintenant, on va parler un peu plus de SecOps. Donc, toute la partie SecOps, donc il y a deux ressources qui sont très critiques sur GCP, notamment, enfin, même sur les cloud providers. C'est toute la partie compte de service, donc service count en anglais, et la partie KMS, donc tous les clés de chiffrement. Le compte de service, c'est lui qui permet de tout ce qui permet justement d'autoriser, d'avoir en fait, d'affecter toutes les parties et toutes les permissions. Et par la suite, si on sait pas comment les gérer, si on retrouve des clés de compte de service qui seraient à l'extérieur, on peut plus du coup justement les monitorer, les surveiller. Donc c'est important de bien les manager. Et aussi les clés de chiffrement. Donc c'est bien gérer tout ce qui est clé KMS, tout ce qui est porte-clés KMS justement pour pouvoir éviter de perdre, de détruire par exemple par erreur des clés KMS et se retrouver du coup avec des données qui seraient indéchiffrables. Bon, tout ce qui est compte de service, donc là, ce qu'on peut retrouver notamment, ce que j'ai eu l'occasion de mettre en place, mais aussi ce que GCP parfois recommande, dans certains cas, c'est d'avoir justement des comptes de service qui se retrouveraient centralisés sur un projet commun, c'est-à-dire qu'on aurait par exemple un projet SecOps ou Security sur lequel en fait on aurait du coup nos comptes de service. Ce que j'ai pu mettre en place chez un client par exemple, c'est de différencier les comptes de service. Donc il y a un compte de service qui serait déployeur, qui va servir à déployer les ressources, donc notamment il serait utilisé sur la partie au niveau de la CI, et on aurait par la suite du coup des comptes de service utilisateurs, c'est-à-dire c'est des comptes de service qui seraient utilisés par les applications. Donc forcément ceux qui sont utilisés par les applications ont moins de droits que celles qui vont créer les ressources. Et du coup on désactiverait la création des comptes de service sur les autres projets. Donc du coup, par la suite, comment l'utiliser, notamment si on veut utiliser les comptes de service déployeurs. Donc, on aurait notre projet DevOps et notre projet business. Donc, on souhaiterait utiliser ce compte de service déployeur pour déployer des ressources de la partie DevOps vers notre partie business. Donc, on aurait par la suite, du coup, faites pas attention à toute la configuration de Kubernetes, c'est juste un titre d'exemple. Donc, on aurait je prends comme exemple du coup GitLab, donc sur lequel on aurait nos runners spécifiques qui auraient du coup ce compte de service déployeur qui serait du coup bindé à ce compte de service qui serait bindé du coup entre Kubernetes Service Account, ce qui donnerait du coup la possibilité à nos pipelines, donc qui tourneraient à travers ces runners spécifiques, de pouvoir déployer des ressources, donc notamment du coup notre runner spécifique runner, il aurait le droit de créer un cluster et de pouvoir par exemple faire des kube control. Donc une fois qu'on a créé notre ressource directement via GitLab, via notre compte de service déployeur, du coup, ce qu'on peut mettre en place aussi, c'est de pouvoir restreindre, notamment si on a un seul projet sur lequel on n'a que du coup, on aurait toutes nos applications qui se retrouveraient sur un seul projet, mais qui seraient sur Kubernetes. On pourrait du coup restreindre notre compte de service avec un airbag en faisant du role binding et de pouvoir restreindre justement, pour avoir une sécurité end-to-end, pouvoir restreindre notre specific runner à un namespace en particulier. Et du coup, par la suite, on aurait nos applications, donc nos workloads, qui utiliseraient du coup des comptes de service user pour pouvoir accéder à du Cloud SQL sur ce projet. Mais aussi, l'avantage aussi, vu que c'est sur un projet centralisé, ça pourrait aussi accéder à des ressources qui se trouveraient sur d'autres projets, notamment pour pouvoir effectuer des opérations. Donc l'avantage, les pratiques, les bonnes pratiques justement en utilisant les comptes de service, c'est déjà de supprimer le compte de service par défaut parce que celui-ci, il a énormément de droits, il est éditeur. Donc si on prend l'habitude dès le début d'utiliser ce compte de service par défaut, on va se retrouver avec énormément de comptes, énormément de droits, énormément de droits qui ne sont pas utilisés et qui sont en surplus. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser un compte de service qui serait dédié justement à ce qu'on souhaite faire. Et aussi essayer d'utiliser les comptes de service uniquement, au niveau des firewalls, de pouvoir rajouter comme source aux destinations, uniquement des comptes de service qui permettraient, parce que le compte de service en lui-même, il a des permissions, donc il correspond à un rôle particulier à travers une application, donc ça facilite justement de pouvoir bloquer ou autoriser les applications entre elles.
Et pour une meilleure visibilité et tout ce qui est auditing, centraliser, pouvoir au mieux possible, de pouvoir centraliser les comptes de service dans des projets dédiés. Et il y a même des entreprises qui carrément en fait créent une organisation spécifique pour pouvoir avoir les comptes de service qui seraient carrément en fait hostés sur une organisation différente. Par contre, la partie centralisation ne pourra pas s'appliquer, notamment si nos applications tournent uniquement sur des VM. À ce moment-là, les comptes de service aujourd'hui ne peuvent fonctionner, les VM ne peuvent fonctionner qu'avec des comptes de service qui se retrouveraient sur le même projet. Donc, c'est à voir selon le use case, notamment si on est sur un environnement complètement containerisé, notamment Kubernetes, on peut très bien avoir des comptes de service qui seraient totalement centralisés. Et l'une des bonnes pratiques aussi, c'est de pas éviter au maximum de sortir les clés des comptes de service, d'en créer, parce que dès que ça sort de GCP, on ne sait plus qui le contrôle. C'est pas si simple de les rotate, etc., de voir toute la partie, tout le age, donc tout ce qui concerne l'expiration notamment de cette clé-là, à moins d'utiliser du coup d'autres outils comme Vault for City, mais ça demandera quand même de manager de nouveaux outils pour pouvoir couvrir justement ce bloqueur. Donc on avait vu du coup la partie de data, on a vu la partie service account management. Maintenant on va parler de la partie KM, de tout ce qui est chiffrement. Donc de la même façon, on peut très bien avec GCP avoir du coup nos clés qui seraient totalement centralisées. C'est-à-dire qu'on utiliserait, du coup, on aurait notre équipe de sécurité qui serait la seule habilité à créer justement des porte-clés KMS, donc qui aura le droit, du coup, leur runner spécifique aura le droit, par exemple, de Cloud KMS Admin pour pouvoir créer justement ces porte-clés, donc ces keyring. Et du coup, on aurait, par exemple, chaque équipe aurait du coup sa propre propre porte-clé, et du coup chaque clé correspondrait par exemple à une application, et on pourrait par la suite du coup donc si on veut chiffrer ou déchiffrer, de pouvoir en fait en fonction du besoin avoir justement des policies, des policies qui se retrouveraient en fait, qui seraient directement au niveau de la clé, voir si le besoin serait évoqué. Du coup on pourrait avoir directement une policy au niveau du porte-clé de la clé KMS, de façon à pouvoir en fait séparer toutes les responsabilités. Donc utiliser un maximum, donc éviter d'utiliser, utiliser un maximum tout ce qui est rôle prédéfini, donc tout ce qui est separation of duties, donc toute la responsabilité essayer de ne pas avoir du coup utiliser un rôle admin qui serait rattaché à des ressources, ou même un utilisateur, si un utilisateur est en owner et les clés KMS ne sont pas centralisées mais sont gérées par lui, en fait on peut se retrouver du coup avec des droits qui seraient très élevés notamment. Et du coup, en fait, la bonne pratique aussi, en fait, ça c'est poussé par GCP, c'est de pouvoir hoster les keys dans un projet qui serait complètement séparé, de façon, par exemple, si le projet, imaginons qu'on a chiffré du coup un storage qui serait en dehors d'un autre projet avec une clé qui se retrouve dans un projet métier qui est détruit ensuite, du coup, on perdrait du coup les clés KMS. Donc, le mieux, c'est d'avoir, en fait, si on a une équipe sécurité qui est déjà en place, c'est d'avoir un projet dédié pour les clés, pour la gestion des clés, sur lequel on aurait toutes les protections nécessaires pour éviter toutes les pertes de clés. Voilà, donc on a fait la partie SecOps, donc c'était les deux ressources qui étaient les plus critiques donc je parle vraiment de tout ce qui est opérationnel. Là, on va parler un peu plus de DevOps, GitOps, comment on pourrait imaginer justement des pratiques GitOps dans un environnement cloud hybride. Donc en fait, les outils, pour faire du DevOps, pour implémenter la culture DevOps, donc il y en a beaucoup. Donc là, on va plus parler de GitLab, celle avec qui je travaille, j'ai plus de retour d'expérience dessus. Donc en fait, GitLab, donc il y a plusieurs modes. Il y a le mode hosté par vous-même, en fait, directement sur votre environnement on-prem ou sur votre environnement privé. Et puis il y a l'option d'avoir GitLab directement en utilisant la solution gitlab.com, sur lequel on aurait du coup le choix entre les runners, les shared runners, dans lesquels on est limité par des minutes, donc 400 minutes je pense depuis la dernière mise à jour, ou on pourrait utiliser du coup des runners spécifiques qu'on déploierait nous-mêmes sur notre soit localement pareil sur notre machine, ou directement sur notamment sur un GKE, sur un Google Kubernetes Engine, donc une ressource qui se retrouverait sur notre projet GCP. Donc
moi, j'ai toujours utilisé la charte Helm qui est fournie par la communauté GitLab pour pouvoir créer mes runners parce que c'est plus simple à mettre en place et ça évolue, c'est bien maintenu. Ce que j'ai mis en place avec les clients, c'est que je crée un spécifique runner par environnement, c'est-à-dire qu'on aurait un environnement qui aurait du coup son propre tag et chaque environnement du coup aurait ses propres droits. Et du coup, je lock en fait, lorsque je partage le specific runner avec plusieurs projets, je vais locker en fait par rapport à ces projets-là. Je vais du coup avoir aussi une ségrégation par branche. Du coup, on aurait par exemple ce tag-là, il fonctionnera uniquement sur la branche protégée, ce qui veut dire qu'on ne pourrait pas utiliser on pourrait pas déployer, ça pourrait empêcher du coup de déployer des ressources de dev de la prod par exemple. Donc ça permet du coup d'avoir cette séparation. Et puis, chaque Kubernetes Service Account qui est assigné à ce specific runner, il est du coup bindé à un Google Service Account de façon à attribuer directement les droits à ce runner. Donc, ça permet d'éviter d'avoir une authentification directement au niveau de la pipeline. Ça permet aussi d'éviter d'avoir des clés de compte de service qui seraient stockées en variable. Et ça permet aussi de faciliter toute la lecture des scripts qu'on aurait sur notre pipeline. Et puis du coup, là, ce que j'ai mis aussi, c'est que j'avais des node pools qui seraient séparés aussi par environnement avec de la correlation pour pouvoir justement, s'il y a des upgrades de nodes, que ça n'impacte pas en fait tous les environnements. Donc une fois qu'en fait que j'avais du coup les runners GitLab qui sont mis à jour, donc là je vais vous montrer un exemple de pratique GitOps qui a pu être mis en place. Donc GitOps, donc c'est un concept qui a été poussé par Weaveworks il y a quelques années. Donc l'idée c'est d'avoir toute la partie métier, notamment tout ce qui va être contenu dans notre image Docker, qui va servir du coup de continuous integration, qui serait sur un projet repo Git spécifique. Et ce que pousse la communauté, c'est d'avoir un repo spécifique qui va contenir tout le manifeste sur lequel on va avoir tout notre continuous deployment. Donc on aurait du coup le déploiement du coup sur les différents environnements, donc il va servir surtout au déploiement de différents environnements, et on pourrait très bien imaginer avoir des pull requests entre les différents environnements. Donc pour tout ce qui est intégration, donc GitOps, donc on aurait notre projet, donc notre SecOps qu'on a vu, donc notre projet DevOps depuis lequel on souhaite déployer des ressources directement sur la partie business. Donc on a notre binding entre notre ressource account, notre service account ressource déployeur, qui a le droit du coup de créer cette ressource. Donc en premier lieu, on a un repo qui est spécifique, par exemple, sur le Terraform, donc qui aura la responsabilité de créer notre infrastructure. Donc, c'est un repo qui va contenir uniquement nos Terraform, donc qui va se baser sur un runner spécifique. Donc là, on va déployer notre cluster. Puis, on a du coup nos projets, enfin, nos images Docker, qui seraient du coup, qui va comprendre uniquement la partie métier, donc on n'a pas de notion d'environnement, dans lequel, par exemple, on va utiliser CloudBuild pour pouvoir publier nos images. Et une fois qu'on a publié notre image, on pourra utiliser Customize, notamment pour pouvoir éditer du coup la version de l'image et de pouvoir en fait demander lancer la pipeline directement depuis la pipeline, lancer la pipeline en repo depuis la pipeline image repo en éditant la version de l'image qui ferait par la suite du coup déployer les applications des différents environnements. Alors j'ai déjà utilisé du coup App Control, application AppCTL, c'est Application Delivery, c'est un add-on de GKE qui permet justement de répondre à ce concept, d'implémenter ce concept de GitOps, donc de faciliter justement la préparation des environnements, ça va même créer un repo spécifique sur lequel on aurait notre source de confiance, nos artefacts de Kubernetes. On peut aussi imaginer la même façon en utilisant du Argo CD, donc c'est aussi un truc que j'ai mis en place selon les besoins selon le choix du client, d'avoir justement Argo CD pour pouvoir déployer nos ressources Kubernetes. Et par la suite, on aurait du coup donc nos images Docker qui seraient aussi centralisées, de façon à ce que si un projet est supprimé, on ne perd pas quand même nos images Docker par la suite. Et du coup, il y aurait les projets les workloads, donc nos pods qui vont venir du coup pouler du coup directement les images depuis depuis le projet DevOps qui s'est centralisé. Voilà, ça c'était un exemple de pratique de GitOps que j'ai pu mettre en place. Donc là, on voit bien la centralisation de la partie compte de service, aussi DevOps. Et là où on voit en fait tout ce qui est business, en fait, on va focuser uniquement sur la partie métier, le déploiement de nos ressources. Donc on termine en fait avec un exemple de plan de migration. En fait, il y avait un client, donc je prends souvent comme exemple, il y a un client qui avait
donc notamment qui était chez un provider où il avait une VM, où il avait un Docker qui était hosté sur cette VM, et il avait besoin justement de migrer ces containers, ces images, du coup, de les mettre sur GCP. Donc il y avait le choix entre, ce que j'avais proposé, il y avait le choix entre ces 4 solutions. Donc soit on utilise du Compute Engine à ce moment-là. Si on fait du Compute Engine, à moins d'avoir vraiment une dépendance avec le Docker Runtime, il n'y a aucune utilité de monter un Docker sur Compute Engine, pour toutes les raisons métiers en tout cas. On peut aussi utiliser App Engine Flexible, mais App Engine Flexible, ça reste cher quand même, à moins qu'on souhaite vraiment avoir, parce que App Engine, c'est quand même du coup un environnement qui est complet, un pass qui est complet. C'est vraiment, on souhaite vraiment aller sur ça, et quand on n'a pas de bloqueur sur la partie coût, ça reste une bonne solution, mais ça a tendance à être déprécié, App Engine Flexible devant Cloud Run. Où on avait du coup Cloud Run. Donc Cloud Run, en fait, ça va vraiment servir si on a du Internet, une application sur Internet facing. Donc c'est HTTP, HTTPS, et puis on a une limite. Et puis nos applications vont pas dépasser 60 minutes. C'est le timeout. Mais aussi, surtout, c'est que nos applications ne mettent pas trop de temps. En fait. Donc les containers ne mettent pas trop de temps à se lancer, parce que si on a une application monolithe qui met du temps à se lancer, le Cloud Run, il y aura pas trop d'utilité, notamment tout ce qui est la partie call start, donc le premier utilisateur qui va venir, qui va faire sa première requête, il va mettre du temps justement pour lui répondre, même si le deuxième utilisateur il va profiter du warm start, mais quand même c'est pas adapté justement à si on n'a pas des containers qui se lancent très rapidement. Donc, il reste du coup la partie Kubernetes. La partie Kubernetes, c'est dans lequel en fait on a tous nos pods qui vont pouvoir tourner de façon constante. Donc, on a le choix entre Autopilot et Kubernetes Engine standard. Et du coup là, on va parler du coup de Kubernetes. Donc, un exemple. Donc, du coup là, on avait, l'exemple d'un client, c'est qu'on avait un back-end qui était servi aussi donc de front-end. Donc, c'est une application monolithe sur lequel on avait accès du coup à une database. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est que là, on peut utiliser par exemple un database proxy pour faire une connectivité directement avec Cloud SQL. Il y a la documentation sur GCP qui explique très bien comment pouvoir le faire. Et par la suite, on pourrait utiliser du network policy pour restreindre le trafic entre notre application et notre base de données. Et puis, si notre application elle est en non-prod, l'avantage c'est qu'on peut du coup connecter, avoir directement notre load balancer qui serait du coup directement sur notre ingress, qui va permettre par la suite de pouvoir mettre à disposition l'application sur Internet. Et ici, notre application, du coup, elle est non prod, comme j'avais dit. On peut utiliser Identity Aware Proxy pour restreindre l'accès uniquement aux utilisateurs qui auraient le droit sur IAP. Et si notre application est en prod, on peut utiliser du CDN, notamment ou carrément du IAP, c'est une application qui est complètement interne. On peut utiliser l'un des deux, ou voire carrément en fait on peut rajouter nos propres, les certificats, les SSL Managed Certificate, directement des certificats managés par GCP. Et en fait, ces quatre ressources-là, en fait, avec Cloud Armor, on peut directement les faire directement avec un YAML Kubernetes. Donc il n'y a pas de besoin de Terraform dessus. Donc tout est géré avec Kubernetes. Donc les images Docker, en fait, gestion des images Docker, notamment celle avec le client, en fait, ce que j'avais conseillé, donc ça c'est repris de la doc aussi, c'est vraiment de builder les images les plus petites possibles, surtout s'il y a la possibilité de pouvoir faire des améliorations avant de migrer, et aussi de pouvoir bien les optimiser pour tout ce qui est cache, pour bien gérer les layers, supprimer tous les outils qui sont inutiles, notamment pour réduire justement cette taille, et éviter tout ce qui est vulnérabilité. Un maximum, de pouvoir taguer les images. Beaucoup de clients que je vois, en fait, ils taguent pas du tout leurs images, mais c'est quand même une bonne pratique de le faire, notamment si on est sur un concept, si on suit un concept de GitOps, c'est d'avoir vraiment les images qui seraient taguées. D'utiliser Cloud Build aujourd'hui, en fait, rien qu'avec une commande depuis NCA avec gCloud Build Submit, en fait, on peut très bien en fait builder les images très rapidement, et c'est très simple à mettre en place. Il n'y a pas besoin d'authentification, de login, etc. Donc on travaille uniquement avec des droits IAM, et c'est très pratique.
Et ça nous évite d'avoir besoin d'avoir du Canico, des trucs comme ça, en fait, doit privilégier pour pouvoir lancer du Docker directement sur notre pipeline, donc c'est très pratique. Donc à moins que vous ayez un registry qui serait externe, Google Container Registry répond très bien en fait aux besoins aujourd'hui sur GCP pour pouvoir stocker ces images. Et en plus par la suite, il propose justement une feature de vulnerability scanning directement sur les containers registry qui est vachement maintenu par GCP. Et pour le cluster GKE, donc, j'ai toujours essayé de mettre des versions les plus stables possibles. Donc les dernières versions, à moins qu'il y ait vraiment un réel besoin de la version régulière, notamment, c'est de toujours utiliser la partie la stable version, tout le temps utiliser du private master et nodes pour éviter des accès publics, des erreurs d'accès. Par la suite et de travailler uniquement sur des IP sur lesquels serait restreint, donc notamment les IP des NAT ou voir les IP en fait de votre réseau VPN pour pouvoir restreindre l'accès uniquement à ces donc avoir le contrôle en fait de qui a accès à l'API serveur directement depuis l'extérieur. Voilà, après c'est des trucs simples, j'active toujours le network policy pour gérer le trafic entre les pods. Donc ça c'est un add-on qui est sur GKE. Il y a aussi l'autoscaling pour pouvoir réduire les coûts. Et par la suite aussi activer le workload identity qui permet justement d'avoir ce binding entre la Google Service Account et le Kubernetes Service Account, notamment si notre GKE il est partagé entre différentes équipes, et à ce moment-là on aurait plusieurs projets par la suite qui auraient leurs propres ressources, donc ça facilite justement toutes les permissions, ça nous évite aussi d'avoir les clés qui seraient stockées en secret sur Kubernetes. Et si on a un environnement qui est complètement en Kubernetes, à ce moment-là, utiliser Config Connector peut être une bonne option justement pour pouvoir faciliter notamment et pouvoir réutiliser les compétences existantes, notamment YAML et Kubernetes, c'est d'utiliser Config Connector, le add-on qui est fourni par GCP. Voilà, donc on a parlé d'un exemple de migration plan, donc ça c'est juste un exemple d'une migration d'application Docker vers GCP, notamment sur Kubernetes. Donc là on va terminer avec la partie cost saving. Donc sur cost saving, il y a deux types d'optimisation. Donc il y a l'optimisation sur la taille, c'est-à-dire que là on doit s'assurer que les workloads vont fonctionner dans le bon service, comme on l'a vu précédemment, c'est-à-dire celui qui correspond mieux aux besoins, et qui serait du coup le mieux configuré, c'est-à-dire bien sizer nos nodes, bien faire nos tests, optimiser de façon itérative pour s'assurer qu'on est dans le bon sizing et avoir toujours l'autoscaling d'activer dans le besoin. Et puis il y a aussi l'optimisation, la deuxième, c'est supprimer tout ce qui est déprécié, les ressources non utilisées. Si on a des ressources en deck qui ne sont pas utilisées, ne pas hésiter justement le fait d'avoir une automation, ça permet justement de supprimer les ressources qui ne sont pas utilisées, notamment si on a des raw data et qu'on fait du big data par exemple, c'est de supprimer les data qu'on a déjà traitées qui ne seront pas réutilisées pour pouvoir économiser les coûts. Donc toutes ces pratiques, ça permet, même si c'est des centimes, mais quand on en accumule dans le temps aussi, qui fait qu'on peut réduire les coûts. Donc en fait, moi, j'ai plus travaillé sur la partie optimizing time, donc la partie vraiment optimizing size, c'est vraiment un truc qui est fait dès le début, lorsqu'on va réfléchir au déplacement des workloads, on va aussi réfléchir à cette partie. Par contre, la partie cost cutting, ça se fait vraiment lors des développements, de pouvoir faire en sorte de pouvoir stopper les ressources qui ne seraient pas serverless. Donc, c'est tout l'inconvénient quand on n'est pas sur du serverless, c'est que les ressources vont continuer à consommer de l'argent et des ressources compute. Donc, tout ce qui est en production, donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis en place un scheduler qui permet de pouvoir arrêter les cloud SQL et les VM qui ne sont pas utilisés dans les environnements, de resizer notamment le node pool, donc notamment du cluster DevOps à 0, de pouvoir réduire justement les coûts et pouvoir supprimer toutes les images Docker qui seraient anciennes, par la suite faire un clean. Voilà, donc ça c'était c'était court quand même, franchement là je suis allé carrément à 50 minutes, mais du coup c'était après un résumé vraiment de ce que j'ai pu voir en fait chez les clients et aussi tout ce que j'ai pu expérimenter et aussi ce que j'ai pu lire sur les bonnes pratiques, donc à travers les conférences et webinars donnés par les personnes de Google, mais aussi les GDE, etc.
Voilà. Donc, pour terminer, voilà, vraiment, ce que j'ai pu remarquer, que je peux vous dire comme piège à éviter, c'est vraiment les POC en production, parce que généralement, un POC, c'est pas un MVP, hein, sauf si vraiment enfin, sauf évidemment, c'est pas un POC, c'est un MVP. Donc, j'ai vu des clients mettre du POC en production et après, à la fin, ils restent bloqués dessus. Et aussi toute la partie mindset on-prem, hein, il vient vraiment, si vraiment on souhaite avoir des pratiques on-prem sur le cloud, vraiment ça peut être un bloqueur, notamment si on veut utiliser vraiment des services, profiter vraiment des services qui seraient mis à disposition par GCP, hein, donc notamment tout ce qui est opérationnel, hein. Et puis il y a la partie vendor locking. Donc la vendor locking, moi j'ai vu en tout cas l'utilité pour certains use cases, notamment si on fait du multi-cloud uniquement pour tout ce qui est métier, mais tout ce qui est opérationnel, on peut très bien en fait utiliser les outils mis à disposition par GCP, parce que ça facilite justement et ça nous évite tout ce qui est opérabilité et maintenabilité des applications. Voilà, et puis du coup, si vous voulez du coup implémenter toutes ces solutions, bah, il y a des articles, hein, donc j'ai écrit un ensemble d'articles sur lesquels vraiment j'explique, et puis avec du code aussi. Par exemple, la partie Hub and Spoke que vous avez vu, hein, précédemment, hein, donc elle expliquait, puis il y a tout du Terraform et tout ça, et du GitLab CI sur lesquels vous pouvez implémenter directement du coup cette solution-là. Et puis aussi là, si vous voulez pouvoir sécuriser tout ce qui est compte de service, hein, compte de service sur GCP avec GitLab, CI de la même façon aussi. Il y a un article aussi que j'ai écrit qui explique cela. Et puis cette conférence-là, elle est aussi réécrite, hein, de ce que je vous ai dit, hein, on la réexplique du coup, hein, au niveau de cet article. Voilà. Ben voilà. Sinon, voilà, il y a un livre que je prends aussi comme exemple, hein, c'est un super livre de ce monsieur, hein, sur lequel je vous conseille en fait de lire si vous voulez vraiment aller plus loin sur tout ce qui est stratégie cloud. Voilà, mais voilà, et puis on recrute chez Stack Labs, donc voilà, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup, Shaban. Juste une question d'Arthur. Tu as parlé de 2 outils pour la gestion des secrets. Tu as parlé de Vault. ForCity. Pardon, vas-y. ForCity? Ouais. Ok. Il demandait quelle était la différence entre les deux. Resti. Ouais, alors le Vault, ça permet de stocker justement, enfin c'est des compléments. Le Vault va permettre de stocker en fait justement tout ce qui est secret, tout ce qui est credentials. Et ForST, par exemple, il va pouvoir justement se binder avec notamment Security Command Center, hein, qui est un service qui permet de centraliser toute la sécurité au niveau organisationnel. Et ForST a permis de se plugger pour dire voilà, il y a tel key de compte de service qui a été utilisé à tel endroit, tel IP, etc. Du coup, il va pouvoir tracer en fait toute l'utilisation des comptes de service, donc, mais pas seulement des comptes de service, mais aussi KMS et tout ça. Ok, très bien. Merci. Bah, c'était la seule question. Je ne sais pas si certains en ont d'autres là. Après, il est 13h04, on a dépassé l'heure. Du coup, on va en rester là. Le replay sera disponible dans quelques heures sur francedevops.fr, et je vous invite aussi à aller faire un tour pour voir nos prochains webinars. Et si vous avez un talk que nous proposer, on est toujours preneur. N'hésitez pas à les proposer sur le CFP. Merci. N'hésitez pas à tout bon. Feedback. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée, bon après-midi. Au revoir. Merci.